Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième webinaire organisé par le Concentré Vélo, la newsletter pour faire grandir sa culture cyclable. Et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une discussion, un échange avec deux invités qui ont accepté de prendre 1 heure de leur temps en semaine plutôt que s'occuper d'eux-mêmes ou de leurs produits ou de leurs clients, mais vraiment pour discuter avec nous. Donc c'est très très cool. Le thème c'est le marché, les marketplaces de vélos d'occasion. Et donc, Alexis et Chloé sont avec moi aujourd'hui. Très, très rapidement, en introduction, moi, je suis fondateur de médias dans le thème du vélo, plutôt vélo d'occasion, plutôt vélo mobilité, plutôt vélo pro. Et j'organise effectivement ces webinaires. Ça va durer 1 heure, pas plus, je vous le promets. Vous allez donc avoir la parole. Les thématiques sont assez larges. On va parler un peu du marché, on va parler de l'expérience utilisateur, on va parler de la définition du marketplace, des offres, de la demande, comment on gère tout ça. La lutte contre le recel aussi, parce que c'est, j'imagine, un problématique du secteur. Et puis peut-être, si on a le temps, des garanties et du reste. Donc la première question, elle est toute simple. Chloé, comment vas-tu? Peux-tu te présenter? Écoute, ça va très bien, merci. Pour me présenter, donc je m'appelle Chloé. Pour le coup, donc moi, je suis leader occasion chez Alltrix. Pour ceux qui connaissent peut-être pas Alltrix, c'est une plateforme e-commerce spécialisée dans le sport, à la base spécialisée dans le vélo, mais qui s'est aussi pas mal ouvert à tout ce qui est running et outdoor. Et chez Alltrix, donc je m'occupe des plateformes d'occasion et donc de Troc Vélo, qui est une des grosses plateformes en France, leader dans tout ce qui est vélo occasion, donc que ce soit vélo complet, matériel vélo. Entre particuliers, mais également on est quelques professionnels sur la plateforme et je pense qu'on pourra en reparler plus tard. Mais voilà, donc mes missions au quotidien, c'est vraiment... alors, je travaille avec une équipe, hein, on est quand même toute une équipe, je ne suis pas seule sur le projet. Et puis, on s'aide aussi de tous de toutes les personnes un peu plus expertes dans leur métier qui travaillent chez Alltrix. Mais sur Troc Vélo, on est une équipe qui travaille à temps plein dessus. Et puis, c'est gérer à la fois tous les utilisateurs, que ce soit sur le service client, modération des annonces, et ensuite toute la plateforme, donc d'un point de vue plus gestion de projet, refonte de plateforme, amener des nouveaux services, etc. Ok, bon, j'ai la bonne personne devant moi, on va discuter tout ça, ça va être top. Alexis, pareil, comment vas-tu? Et puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et ça va super bien. Moi, je viens un peu du monde des agences digitales, agences web. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé sur des problématiques e-commerce pendant plusieurs années. Et j'ai notamment travaillé pour Peugeot Cycle à une époque. Et puis, j'ai décidé de tout plaquer pour cofonder Cycle avec mon ami et associé Jean. Donc, Cycle, saikle.fr. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est une plateforme de mise en relation entre des gens qui restaurent des vélos et des cyclistes qui souhaitent acquérir un vélo d'occasion, un vélo de seconde main. On s'adresse principalement aux cyclistes urbains aujourd'hui. Voilà. Donc, j'aurai l'occasion de reparler un petit peu de notre spécificité sur le marché et de ce qu'on fait. Voilà, sachez que c'est un très jeune projet. On s'est lancé il y a 1 an. On va fêter notre première année en mars. Donc, ça a été une année très riche. Voilà, on a testé plein de choses. Et puis, voilà, puis on va reparler de tout ça plus en profondeur. Ok, cool. Merci pour l'intro. Je pense que vous comprenez pourquoi je vous ai invité. Enfin, là, je parle aux participants, pourquoi je vous ai invité tous les deux. Vous représentez très bien à la fois des marketplaces très installés sur des choses peut-être plus généralistes, d'autres sur des niches différentes, sur des modèles aussi différents, à des moments différents aussi de vos, de vos entreprises, de vos produits. Et du coup, je trouve ça vraiment cool de vous avoir tous les deux. Ma première question, elle est pour toi, Alexis. C'est quoi la différence entre une marketplace, un site de vente entre particuliers, un site de revente, un site d'objet d'occasion? Est-ce qu'on doit faire une différence entre tous ces termes? Moi, la définition la plus simple que je peux donner de la marketplace, c'est son rôle de mise en relation. Donc forcément, quand on est une marketplace, on met en relation un vendeur et un acheteur et on n'est pas présent, j'allais dire, sur toute la chaîne de valeur, j'allais dire de l'acquisition du produit au stockage, à la distribution, etc. On joue un rôle d'intermédiaire. Donc ça, pour moi, c'est le rôle d'une marketplace. Donc dans les autres termes que tu as donnés, pour moi, la plupart peuvent être qualifiés les autres modèles que tu as donnés, la plupart peuvent être qualifiés de marketplace. Après, il y a des différences en fait entre les marketplaces. Certaines vont juste mettre en relation comme ça sans trop s'impliquer dans la relation entre le vendeur et l'acheteur. Et d'autres vont aller un peu plus loin dans le modèle et vraiment essayer de jouer le rôle de tiers de confiance.
c'est-à-dire d'accompagnement des vendeurs, d'accompagnement des clients. On parle de care, je vais essayer de limiter les anglicismes pendant l'heure qui va suivre, Merci. mais vraiment d'essayer d'être présent à la fois en termes de service, en termes d'accompagnement, pour inspirer confiance et jouer vraiment à plein ce rôle de confiance. Et nous, si en fait, on essaie de pas toujours se définir comme marketplace, même si on l'est objectivement, parce que marketplace, pour les gens, ça évoque beaucoup des modèles un petit peu à l'ancienne, où en fait, on met simplement en relation un individu A avec un individu B, et puis finalement, ils se débrouillent. Voilà. Alors que c'est pas tout à fait le modèle de Sequel. Ok. Et toi, Chloé, comment tu définirais les différentes marketplaces d'Altrix, par exemple? Quelle catégorie? Tu parles de Alltrix en particulier, tu veux savoir? Ou de celle, enfin voilà, ou de Troc Ouais, Vélo, enfin voilà, comment ben, tu les définirais, toi? en fait, je rejoins vachement la vision d'Alexis sur sa définition d'une marketplace qui est de mettre en relation une personne A et une personne B. Moi, de mon point de vue, tu peux avoir plusieurs marketplaces. Par exemple, bon, bah, comme tu dis, chez Alltrix, tu as un fonctionnement marketplace sur le site internet qui est donc d'un côté, tu as tout le stock que Alltrix a. Donc là, ce n'est pas une marketplace, mais ils ont intégré sur leur site internet une marketplace, c'est-à-dire qu'il y a des vendeurs donc, professionnels qui peuvent accéder du coup à tout le trafic que peut générer Alltrix et vendre aux consommateurs Alltrix leurs produits. Donc là, du coup, pour Alltrix, ça permet d'avoir un plus large choix de catalogue et puis pour les vendeurs d'accéder à un plus large public. Nous, chez Troc Vélo, on est encore sur un système différent. Ça rejoint un peu ce que disait Alexis, c'est-à-dire que nous, on est en marketplace, c'est-à-dire qu'on offre une plateforme particulière ou des professionnels. On leur offre la plateforme, on leur offre les services qui sont associés à la plateforme. Et après, dessus, soit ils utilisent nos services parce qu'ils ont besoin plus de sécurité, ils ont besoin plus d'informations ou plus de services, ou soit ils peuvent juste utiliser la plateforme pour trouver un acquéreur ou un acheteur à leur bien. Ok, très clair. Effectivement, je pose la question parce qu'elle m'a été posée par mail par certains participants et moi-même, j'ai pu faire un peu une confusion sur certains projets. On ne parle pas de marketplace quand soi-même on achète des vélos, par exemple, et qu'on le revend sur un site internet. Non. Là, c'est vraiment un site de revente d'une entreprise à des particuliers, à des professionnels. C'est un autre modèle et donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Voilà, c'était aussi l'occasion de le préciser. Mais juste pour rebondir là-dessus, Ouais. parce que c'est très intéressant, en fait, il y a aujourd'hui des plateformes des sites qui se sont lancés sur le modèle dont tu parles, c'est-à-dire de vraiment restaurer ou acquérir elles-mêmes des vélos et les mettre en revente sur le site. L'avantage du modèle marketplace par rapport à ces modèles-là, c'est de pouvoir atteindre plus rapidement une certaine masse critique, une certaine taille critique, parce qu'on n'a pas tous les enjeux liés au développement de l'offre, j'allais dire en mode propriétaire, c'est-à-dire tous les enjeux de stockage, tous les enjeux d'acquisition des produits, etc. Donc l'avantage de la marketplace, c'est de pouvoir atteindre plus rapidement des volumes importants, à condition, j'allais dire, de maintenir certains critères qualité, parce que ça peut être aussi l'inconvénient de certaines marketplaces qui vont trop ouvrir l'offre, qui vont pas assez maîtriser, qui vont pas assez contrôler. Et donc, on va avoir une offre pléthorique, mais en revanche, on va pas avoir les services associés ni les garanties de qualité associées. Donc, en fait, c'est un petit peu, nous, chez Cycle, c'est l'équilibre qu'on essaie de trouver, l'équilibre entre la quantité et la qualité. Voilà. Ok, tu nous mets l'eau à la bouche pour les questions qui viennent juste après. Pour rester un peu sur un peu du macro, du méta, est-ce que vous connaissez un peu les chiffres, les volumes d'affaires ou le nombre de vélos d'occasion vendus en France, globalement, sur vos sites, sur des marketplaces, entre particuliers? Est-ce que vous avez ces chiffres-là? Est-ce que vous pouvez nous partager quelques éléments? Chloé, je sais pas, ou Alexis? Oui, alors moi, j'ai plus les chiffres exactement de la vente de cycles d'occasion, mais par contre, et ça, je pense que tout le monde l'a vu, ça va l'explosion du boom du vélo neuf est allée de pair avec celui de l'occasion depuis la fin du déconfinement, du premier déconfinement. Et c'est le cas pour tous les types de vélos, que ce soit vélo de ville, mais également vélo de route, VTT, vélo électrique. Là, on parle d'augmentations qui sont vraiment énormes. Nous, chez Troc Vélo, on a vu
on a vu l'explosion, je ne pourrais pas te donner de chiffres, mais de trafic sur le site et de dépôt d'annonces, ça a explosé. Ok. C'est aussi vachement lié aussi à toute la pénurie un peu qu'il y a sur le marché du neuf aussi. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui voulaient acheter du neuf, ne trouvent pas et se tournent vers l'occasion. Ok. Ah, moi, les chiffres que j'ai. Alors, pour Cycle, ça va pas être très intéressant parce qu'en fait, on n'existait pas avant, avant 2019-2020 et c'est le Covid en réalité qui a créé le boom dont tu parles, Chloé. Mais sur les quelques études qu'on trouve, il y a une augmentation des ventes de 136% au moment du premier confinement. Donc, en effet, ça a été un moment vraiment de rupture pour le marché extrêmement impactant. Et on est passé de 2,5 millions de vélos vendus en France sur une année à approximativement 3 600 000 vélos. Et on estime que la part de l'occasion là-dessus, elle est aux alentours de 25%. Voilà, donc ça, c'est les chiffres dont moi je dispose en macro Ok. sur des études qui sont des données publiques. Voilà. Ok. Après, sur Cycle, nous, on a moins observé ces mouvements-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de vendeurs qui nous disent oui, OK, on a une augmentation de 136% au moment du premier confinement. Il y a une certaine correction derrière. Donc, on reste sur une tendance haute et qui reste plus haute qu'en pré-confinement. Mais en revanche, il y a quand même une certaine correction et on n'est pas resté à ces niveaux-là de croissance chaque mois non plus. Voilà. Ouais, nous non plus. Enfin, il y a des très grosses augmentations. Par contre, c'est vrai que ça a permis, je pense, une accélération d'échanges sur les plateformes d'occasion et de vélo. Et ça, c'est dû, je pense, que de plus en plus de personnes utilisent le vélo, mais c'est également, moi, j'ai vraiment l'impression que les pratiques sportives, enfin, par exemple, du vélo de route, ça a explosé dernièrement, alors que ce n'était pas forcément le sport le plus à la mode il y a quelques années, quoi. Et Ok. là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est l'explosion de toute la tendance, j'allais dire, des micro-aventures portées comme des magazines, comme les Others, etc., où les gens se sont dit, bah, en fait, quand je monte sur un vélo, je peux m'échapper de la ville extrêmement facilement, sans forcément avoir besoin de louer un van, une voiture, un machin. J'ai mon vélo, je peux faire des kilomètres très facilement et tout d'un coup me retrouver dans un autre univers, à la campagne, en pleine nature. Donc nous, on observe aussi là-dessus une tendance très, très forte, au-delà vraiment des usages purement urbains, du transport quotidien et du vélo taf, des gens qui achètent des vélos pour vraiment partir loin le week-end et ce sont des gens qui ont des pratiques très récentes. C'est-à-dire qu'avant 2020, ils ne s'imaginaient même pas faire ça, quoi. Du coup, si je vous entends, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène très conjoncturel. Il y a une pénurie, il y a une crise mondiale et les gens veulent plus prendre le métro et donc sont rués sur les vélos. Et il y a une conjoncture structurelle, si je parle correctement, si j'ai des souvenirs d'économie, qui du coup laisse penser que c'est une tendance qui va être peut-être pas aussi forte, 136% par an, mais qui va continuer de progresser parce que les usages, parce que et pas seulement les mobilités urbaines, continuent. Donc, vous avez des idées aussi là-dessus? Vous avez des perspectives sur l'année prochaine, les 3 prochaines années, les 5 prochaines années? On a des éléments là-dessus? Alors moi, toujours en macro, on sait qu'il y a une croissance annuelle de 5% des ventes de vélos globales, plutôt tirée par la vente de VAE aujourd'hui, qui est aux alentours de 9%. Mais les autres segments progressent aussi. Hein, t'en parlais, Chloé, et toi, tu le constates sur ta plateforme, on le constate aussi. Donc, on sait qu'il y a une croissance qui reste là, bien présente, et qu'en fait, le moment de rupture dont on a parlé au moment du premier confinement a installé une tendance qui est faite pour durer, voilà, avec des moments de correction, avec des aplatissements, mais elle est là pour durer, et la transformation des usages et des comportements, elle est massive, elle est importante, et elle est là pour durer. Nous, on le ressent vraiment, même dans les échanges très concrets, très directs avec les clients. Donc, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La différence avec d'autres villes en Europe, c'est que du coup, on a une culture vélo, et je parle notamment de la culture vélo urbain, culture vélo taf, qui est très récente en France, qui est très neuve en réalité. Donc, on avait évidemment des gens qui faisaient du vélo avant 2020, hein. Mais le fait que ça se soit massifié à ce point, ça a amené plein de gens qui sont des primo-acheteurs, des primo-acquéreurs de vélos, entre guillemets, qui tout d'un coup se retrouvent sur un marché qu'ils ne comprennent pas bien, un objet qu'ils ne comprennent pas bien. Et donc, c'est là peut-être que nos plateformes et Cycle a un rôle à jouer dans l'accompagnement, dans l'aide au choix, dans la sélection, justement pour que tous ces primo-acquéreurs aient une première bonne expérience du vélo, peu importe leur point d'entrée, voilà, ils ne soient pas abusés par des arnaques ou autres. Ok. Chloé, c'est pareil pour vous, j'imagine. Vous voyez aussi le marché grandir, à la fois sur le neuf, parce que c'est aussi un regard que vous avez, même si toi, tu es plutôt sur l'occasion, et également sur l'occasion. Oui, c'est sûr. Là, je rejoins totalement ce que dit Alexis, hein.
le marché, on part sur une augmentation qui va continuer, que nous, on est persuadés que le marché va continuer de croître. Et puis, on va surtout, notamment, tu disais aussi un peu, Alexis et Léry aussi, la part des VAE va continuer d'augmenter, notamment sur l'occasion. Je sais que tu voulais peut-être aborder le thème VAE un peu plus tard, mais nous, chez Troc Vélo, on voit une augmentation assez forte ces dernières années sur les VAE qui est assez impressionnante par rapport aux autres parts des vélos, quoi. Oui, ouais, ça va être la minute promo. Il y a un webinaire, le replay en ligne sur le marché des vélos électriques reconditionnés. Pour ceux que ça intéresse, on a passé 1 heure la semaine dernière sur le sujet. C'était effectivement passionnant et assez fou de voir que, après je referme la parenthèse, que c'est devenu un objet rare, quand même que la demande est forte et qu'en trouver aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, je voulais t'interroger, Chloé, sur les différents business models des marketplaces. Vous avez à ma connaissance, vous avez 2 modèles différents, toi et Alexis. Est-ce que tu peux résumer en une phrase ou en 2 phrases quel est le modèle économique finalement de Troc Vélo? Ouais, tu parles un peu de nos sources de revenus et comment. Oui, voilà, ouais, exactement. Enfin, ça, qui sont vos clients finalement, qui sont vos utilisateurs. Je pense que c'est 2 choses différentes aussi, ou pas. Enfin voilà, je Ouais. serais curieux si tu peux en parler Ouais, totalement. pour avoir un Alors, panorama. Troc Vélo, il faut savoir que si, en tant que particulier, c'est un site qui est totalement gratuit, tu t'inscris gratuitement, tu postes une annonce gratuitement. Ensuite, nous, on va vous proposer des services que vous pouvez accepter, que vous pouvez utiliser si vous voulez. Il faut savoir que pour qu'on propose cette plateforme totalement gratuitement, on a de la publicité qui nous sert du coup à proposer tous ces services totalement gratuitement. Donc ça, c'est une partie de notre business model. Et ensuite, comme sur d'autres plateformes, tu peux retrouver, pour mieux mettre en avant ton annonce, on propose donc des options de mise en avant qui vont être payantes. Et enfin, on a également aussi, on propose un paiement sécurisé. Et là-dessus, effectivement, on prend une petite part de commission. Il faut savoir que le paiement sécurisé sur Troc Vélo, il n'est pas du tout obligatoire. C'est une volonté c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu dès le départ, c'est-à-dire qu'on le propose. Si vous le voulez, vous le prenez pour sécuriser vos transactions. Par contre, si vous ne le voulez pas, il est en rien obligatoire. À la différence d'une autre plateforme type Vinted, on va dire, où là, on est un peu bloqué. Donc, c'est un service qu'on propose. Tu le prends pas, il n'y a pas de problème. Et également, une autre part, on va dire, de notre business model, c'est que sur notre plateforme, on accepte les comptes de professionnels. Donc, souvent c'est des magasins de cycle indépendants. Et eux, du coup, pour le coup, ils payent pour mettre leur annonce en ligne, Ok. ce que les particuliers n'ont pas à payer. Et pour toi, Alexis, comment ça se passe aujourd'hui, votre modèle? Est-ce que c'est le même qu'à l'origine? Est-ce que ça a changé? Alors, le modèle chez nous, c'est toujours la mise en relation, comme je disais au début, entre des gens qui restaurent des vélos, donc ce sont principalement des vélocistes. Ce sont aussi des réparateurs indépendants, par exemple, qui peuvent par ailleurs travailler chez Cyclofix, par exemple. Donc, ils sont qualifiés, etc. Nous, on les vérifie, on les sélectionne, on en refuse beaucoup. Donc, sur des critères de qualité, des chartes de qualité assez strictes. Donc, déjà, ça, c'est un premier filtre qui est en capacité de rassurer l'acheteur, c'est de dire quand vous venez sur notre plateforme, quand vous venez sur cycle.fr, vous ne trouvez pas tout et n'importe quoi. Vous ne voulez surtout pas faire un bazar, vous voulez proposer une sélection. Voilà. Donc, on sélectionne à la fois les vendeurs, on sélectionne les vélos. Cette mise en relation, elle est sécurisante aussi du point de vue du vol et du recel. Peut-être qu'on va aborder la question plus spécifiquement après. Mais comme on sélectionne les vendeurs, on a toutes les informations, on a les cabis, on a absolument toutes les données sur nos vendeurs. Donc, et eux aussi jouent en quelque sorte leur réputation parce que leur nom est affiché sur la plateforme. On réduit drastiquement le risque de vol. Et là, après un an d'existence, on a eu 0 cas de vol signalé nous sur notre plateforme, par exemple. Alors après, sur comment ça se passe concrètement, le client en fait va arriver sur la plateforme, il va partir par exemple au coup de cœur sur un vélo qui peut l'intéresser. Là, il peut nous contacter en chat et nous, en fait, on va l'accompagner sur la décision et sur le choix. Donc ça, c'est aussi une grosse différence par rapport à d'autres plateformes, c'est qu'on passe énormément de temps avec les clients. Et ensuite, il va rentrer sa carte bleue, on va prendre une préautorisation et il ne va payer que lorsqu'il a essayé le vélo. Donc, c'est ce qu'on appelle le pay later, c'est-à-dire qu'il va payer après l'essai. Et nous, derrière, on va se rémunérer, c'est un modèle commissionnaire, c'est-à-dire qu'on va prendre
9% côté vendeur, et on a des frais de service qui sont fixes à 8,90 €, qui permettent de couvrir la garantie 6 mois, parce qu'on garantit tous nos vélos 6 mois, garantie mécanique. Le SAV Visio avec un technicien professionnel qui est gratuit et illimité. Voilà, donc les frais de service vont servir à couvrir les services additionnels qu'on propose à nos clients. Ok, donc c'est effectivement un peu différent. Oui, moi, je vais dire, je vais juste ajouter, comme ça sera très clair. Nous, sur Troc Vélo, on est vraiment, enfin, l'utilisateur, le vendeur, on va dire, a la possibilité de poster une annonce. Pour le coup, on est spécialiste vélo sur toute catégorie, c'est-à-dire qu'on peut à la fois déposer un vélo complet, un cadre de vélo, un groupe, une fourche VTT, une selle, etc. Et ensuite, c'est vraiment aussi de petites annonces. Donc, c'est mise en relation entre vendeurs, acheteurs sur Troc Vélo. Ok, très clair. Merci. Voilà. J'ai une question parce que je me souviens d'un échange que j'ai eu avec Alexis il y a plus d'1 an, je crois, sur la logistique de l'envoi des vélos. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que voilà, moi j'ai le souvenir, il y a plusieurs années, les premières plateformes qui se lançaient, elles s'arrêtaient parce que finalement étaient bloquées avec le prix du transport était parfois aussi important que le prix du vélo. Où est-ce que ça en est? Voilà, est-ce que c'est toujours un frein ou pas dans ce secteur pour vous? Ok, je peux répondre. Je me souviens très bien de cet échange. Bah oui. Alors, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que les transporteurs aujourd'hui considèrent le produit vélo et les colis, enfin, la dimension d'un colis nécessaire à l'envoi d'un vélo comme étant un colis hors dimension, hors format, comme ils disent. Ce qui fait qu'ils tarifent très très cher. La plupart des transporteurs traditionnels, auxquels on pense tous, les France Express, les TNT, etc., etc. La plupart du temps, ils vont exiger, pour rentrer dans un format à peu près acceptable, que le vélo soit en partie démonté, ce qui de fait exclut pas mal de clients et d'acheteurs débutants qui sont pas à l'aise avec la mécanique ou qui n'ont pas forcément un professionnel juste à côté de chez eux pour leur rendre le service rapidement du remontage vélo. Et il y a un autre sujet pour nous, Marketplace, qui justement met en relation des gens qui sont un peu dispersés sur le territoire, c'est qu'aujourd'hui, les transporteurs peuvent faire des tarifs intéressants si jamais il y a un seul lieu de récupération des vélos. C'est-à-dire si en gros, vous avez une grosse zone de stockage dans laquelle il y a tous les vélos, là, il n'y a pas de problème, les tarifs peuvent être à peu près intéressants. Par contre, si les transporteurs doivent aller chercher des vélos partout en France, là, ils vont facturer entre 25 et 30 € par envoi, rien que pour aller chercher le vélo. Ce qui fait que nous, quand on a négocié avec tous les transporteurs un par un, on s'est rendu compte que c'était absolument pas intéressant et qu'on devait facturer, in fine, quelque chose aux alentours de 80, 90, 100 € aux clients, au final, pour des vélos qui sont, nous, sur un panier moyen aux alentours de 300 €. Donc, en fait, on a choisi une autre option, qui est de dire, on va laisser les vendeurs entre guillemets, se débrouiller malheureusement aujourd'hui avec ça. Ils peuvent configurer une livraison sur le site en disant, voilà, nous, on passe par tel transporteur, ça coûte tant, voilà comment on conditionne le vélo avec les parties qui sont démontées, etc. Et après, les clients choisissent ou pas de passer par la livraison, mais on a conscience aujourd'hui que c'est un frein important et qu'on a une grosse marge de progression là-dessus, mais que ça va passer aussi par un travail de conviction auprès des grands transporteurs traditionnels pour enfin accepter le vélo, j'allais dire, dans leur chaîne de transport et de logistique classique et pas les considérer comme étant hors format, comme ils disent. Ok. Chloé, c'est un enjeu aussi pour vous? Oui, complètement. Tout ce qui est colis volumineux, c'est un bel enjeu et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger assez rapidement. Nous, chez Troc Vélo, on a cette même problématique sur proposer justement des transporteurs pour les vélos complets. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, mais c'est vrai que le coût peut être assez élevé. Mais nous, on est persuadés que chez Troc Vélo, on va pouvoir trouver la bonne solution pour justement proposer un tarif compétitif ce transport de colis volumineux parce qu'il n'y a pas que les vélos. Nous, on a aussi le problème sur les cadres et puis de temps en temps, les paires de roues aussi, ça peut être compliqué en point relais. Et puis, avec les vélos, comme nous, les vélos ne passent pas par chez nous, pas par un entrepôt. Il y a aussi tout ce qui est carton d'emballage, protection du vélo, qui est hyper importante au niveau de la logistique, etc. Aujourd'hui, nous, via Alltrix, on a décidé de mettre en place il y a quelques mois déjà justement un kit d'emballage vélo où tout est inclus. Vous pouvez le commander, le recevoir chez vous et puis emballer votre vélo proprement. Et puis, on est persuadé qu'au niveau de la logistique transport, on pourra mettre en place rapidement, proposer en tout cas rapidement sur Troc Vélo ce service à nos utilisateurs.
Ok. Merci d'avoir partagé un peu ces difficultés parce que je pense que c'est important et je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs, hommes ou femmes, qui se lancent sur ce secteur qui ne pensent pas à ça. Et je pense que ça peut très vite être Mm. un frein. Euh, Et pardon, très important, il y Vas-y. a le sujet du retour. Ah C'est-à-dire oui. que peut-être qu'on va aborder le sujet après quand on parlera de l'essai du vélo. Mais par exemple, les chaussures, aujourd'hui, on peut commander plein de paires de chaussures. On peut les essayer, garder celle qui nous va et renvoyer gratuitement sur la plupart des plateformes de sneakers et chaussures. On peut procéder comme ça. Sur le vélo, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a aucun modèle qui est soutenable si nous, en tant que plateforme, on prend en charge le retour gratuit. Donc ça, c'est extrêmement compliqué à gérer aussi. Et du coup, ça freine un petit peu certaines personnes qui peuvent se dire, moi, j'ai plutôt envie d'essayer le vélo et de pouvoir le renvoyer s'il y a un problème. Sauf que là, le renvoi sera à leur charge et ça peut leur coûter assez cher. Donc voilà, il y a ce problème aussi qui ne se pose pas pour des objets moins volumineux, quoi. Ok, super clair. Euh, Super intéressant. Je pense qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, qui est en fait le cœur de toute marketplace, c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire comment vous faites, comment on fait pour avoir suffisamment de vélos à proposer, et comment on fait pour avoir suffisamment d'acheteurs intéressés par vos vélos. C'est parler de stratégie d'acquisition pour ceux qui sont familiers avec ça. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu ces problématiques-là? Alors, je pense à Cycle parce que vous apparemment, vous avez démarré tout récemment, donc c'est un enjeu constant. Troc Vélo, ils sont installés depuis plus longtemps, donc je ne sais pas du tout si le problème se pose toujours aujourd'hui. Mais vraiment, je serais ravi de vous écouter sur ce sujet-là. Ah, on peut Je commencer. commence. Ouais, allez, je vois Chloé, pas Chloé vas-y. en même temps sur l'écran, je suis désolé, Chloé. Eh ben, Personne à je la peux fois. commencer Vas-y. peut-être. Alors, c'est vrai que, comme tu le dis, nous, on a de la chance d'être aujourd'hui la plateforme référente la plateforme spécialiste référente dans le vélo d'occasion. Donc, on a aujourd'hui un référencement qui nous aide beaucoup dans l'acquisition de trafic. Mais comme tu le dis, aujourd'hui, on arrive à être leader sur ce marché parce que on a une offre d'annonces qui est vraiment très large et très grande. Et donc, du coup, d'un point de vue référencement, c'est ce qui nous donne de la visibilité auprès des consommateurs, c'est ce qui donne de la visibilité auprès de futurs utilisateurs. Mais il faut savoir, enfin, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup en amont. Alors nous, on a des spécialistes en interne qui travaillent dessus, mais on a également aussi, enfin, en tout cas, le référencement naturel, c'est quelque chose d'hyper important chez nous et qu'on travaille énormément et sur lequel on fait vraiment attention. Après, effectivement, on va aussi faire du référencement payant, mais c'est vraiment pas, on va dire, le nerf de la guerre aujourd'hui chez nous. Enfin, en tout cas, ce qui nous intéresse le plus, c'est le référencement payant parce que finalement, c'est le référencement naturel parce que finalement, c'est ce qui est de plus, enfin c'est dit dans son nom, hein, mais de plus naturel. Si tu tapes vélo d'occasion, tu vois Troc Vélo en premier, enfin il n'y a pas de référencement payant. Nous, c'est ce qui nous plaît le plus à voir parce qu'on on, on sort comme leader là-dessus. Mais effectivement, la stratégie d'acquisition, c'est vraiment, en tout cas, ce qui fait fonctionner la plateforme aujourd'hui. C'est plus on a d'annonces, plus on a de visiteurs, et plus on a de visiteurs, plus on a d'annonces. Nerf de la Donc guerre. c'est hyper important sur nos plateformes et je pense que chez Cycle, ça doit être à peu près la même chose. Après, comme je disais, on a aussi des professionnels. Et ça, les professionnels, on va dire qu'on se sert beaucoup, c'est beaucoup de relationnel, beaucoup de se faire connaître auprès d'eux et puis leur montrer ce que nous, on peut leur apporter. Parce qu'aujourd'hui, si tu es un magasin de vélo, je ne sais pas, à Bordeaux et que tu es sur trois vélos, tu vas avoir accès à une audience beaucoup plus large que simplement ton audience à Bordeaux et environ. Donc, ça peut t'apporter plus de trafic, plus de ventes. Donc, là-dessus, auprès des vendeurs professionnels, on a une ambition aussi d'aller les chercher, mais là, on est sur un travail qui va être beaucoup plus, on va dire, de relationnel, un peu plus personnel, on va dire. Ok, merci Chloé. Et pour toi, Alexis, comment ça se passe? Comment vous gérez ça aujourd'hui? Vous êtes deux, je crois, Nous, aujourd'hui?
On est trois. On est Oh, pardon. trois à travailler sur le projet. Donc, c'est un vrai sujet chez nous. Hein, en fait, la différence avec Troc Vélo, alors tu parlais des professionnels, Chloé, nous, on est quasi exclusivement sur des professionnels. Donc, comme tu disais, Chloé, ça passe énormément par du relationnel. Et nous, en fait, le nerf de la guerre, il est plutôt sur l'offre que sur la demande. C'est-à-dire que très rapidement, la demande, on l'a trouvée. On s'est lancé au mois de mars, l'an dernier au mois de mars. On avait 20 vélos sur le site. On a eu notre premier client le lendemain du lancement, quoi. Donc ça, on savait que de toute façon, la demande allait progresser parce qu'on est porté par un marché, parce qu'on est aussi convaincu qu'on apporte une solution intéressante par rapport à la concurrence, etc. En revanche, l'offre, ça, pour le coup, ça a été un vrai sujet et c'est beaucoup à la force du poignet. C'est beaucoup de relationnel, c'est beaucoup de contacts et comme tu disais, Chloé, un vrai travail de conviction sur la valeur ajoutée, en fait, plutôt que de passer par Le Bon Coin ou d'avoir son propre canal sur Instagram, par exemple, juste un compte Insta, ou plutôt que de continuer, je suis une petite boutique, je continue à avoir ma petite zone de chalandise dans le quartier, en fait, ça me suffit, je ne cherche pas forcément à croître. Donc, comment est-ce qu'on fait, en effet, pour convaincre ces gens-là de la valeur ajoutée d'une nouvelle plateforme, de ce qu'elle peut leur apporter? Et donc ça, c'est vrai que ça occupe une grosse partie de notre temps aujourd'hui, parce qu'il y a à la fois les convaincre, et puis à la fois aussi les accompagner. C'est-à-dire que ce ne sont pas tous des gens qui ont... il y en a beaucoup qui sont très à l'aise avec les outils digitaux, il y en a qui le sont moins, et en même temps, il y a un travail de mise en valeur sur la plateforme de leurs produits, etc. Donc on les accompagne beaucoup sur la manière de rédiger l'annonce, sur la manière de prendre en photo, de mettre en valeur leurs produits, sur la manière de gérer leur pricing. Donc ça, c'est tout un travail qui prend peut-être, moi, un tiers de mon temps, quoi. On a une question. Alors, je pense qu'elle est un peu technique. Je vais essayer de la traduire pour tout le monde. Est-ce que vous permettez à des professionnels qui ont un site internet avec un tuyau qui permet d'envoyer directement les annonces, de se brancher à vos outils ou à vos plateformes? Est-ce que c'est des choses qui se mettent en place aujourd'hui ou pas? C'est un peu technique, mais je la pose parce que Valentin la pose dans le Ouais. chat et c'est le but aussi, c'est d'échanger avec les participants. Alors, nous, je réponds en première. Nous, chez Troc Vélo, c'est quelque chose auquel on pense. Je sais pas, enfin, chez Troc Vélo, on a refait une refonte, on va dire, entière de la plateforme. Vous l'avez peut-être vu passer. Et la refonte continue et on continue à l'améliorer et à y apporter tous les anciennes fonctionnalités et apporter de nouveaux services. Et cette nouvelle plateforme va justement pouvoir nous permettre d'ajouter pas mal de nouveaux services. Aujourd'hui, l'API, elle est loin d'être faite et elle est loin d'avoir été imaginée. Mais oui, nous, en tout cas, chez Trovelo, notre but, c'est de faciliter les échanges entre vendeurs professionnels, vendeurs particuliers. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être effectivement envisagé. Ouais. Et pour toi, Alexis, est-ce que c'est Alors quelque chose... j'adorerais. Est-ce que dans l'autre sens, ça marche aussi pour toi? Est-ce que toi, est-ce que ta plateforme, tu peux pousser tes annonces sur d'autres sites? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'il y aurait demain un agrégateur de sites web, est-ce qu'il pourrait aller proposer tes vélos comme tu vois sur Google par exemple, Google Shop, on voit plein d'articles de différentes plateformes. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Est-ce que c'est un sujet pour vous? Alors, on est sur Google Shopping, Génial. donc on se sert de Google Shopping. Moins directement, on se sert d'outils comme Pinterest, par exemple, aussi pour rediriger vers les annonces. Mhm. Donc, on utilise évidemment tous les canaux qu'on a à disposition pour essayer de générer le plus de trafic possible sur le site. À l'inverse, voilà, moi j'adorerais que Cycle s'insère assez facilement dans un outil, par exemple, qui serait déjà utilisé par les vélocistes, des outils de gestion de commande ou des choses comme ça, pour qu'il y ait juste à appuyer sur un bouton et que l'annonce se retrouve sur cycle.fr, ce serait absolument génial. Il y a des discussions en sens avec des partenaires potentiels. Voilà. Tout est une question un peu j'allais dire, de roadmap, de temps et de ressources, mais oui, ça nous intéresse beaucoup. Ok. Je propose qu'on plonge un peu plus vers l'utilisateur, le client, le consommateur, le cycliste, et qu'on parle de l'action du prix. Moi, sur Velook, ça m'a surpris, mais l'article le plus consulté sur mon blog sur les vélos d'occasion, c'est l'article sur l'Argus du vélo. Donc, voilà, c'est ma grande surprise. Je n'ai pas produit ce site pour ça, mais je suis heureux de rendre service aux gens. Et donc, j'imagine que pour vous, c'est pareil. Comment on fait pour proposer le juste prix? Comment on vérifie que c'est un bon prix? Est-ce que vous avez des retours de vos utilisateurs ou de vos acheteurs sur le prix des vélos? Comment ça se passe? Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas encore d'Argus officiel labellisé ou qui fait consensus dans l'industrie, dans le secteur. Comment vous faites chez Troc Vélo, par exemple?
crois que vous en avez un de mémoire. Ouais, 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 carrément. Alors déjà, il faut savoir que Argus est une marque déposée Ah, ah, et ok. que personne ne peut, ne peut utiliser ce mot-là. D'accord, tu corriges mon article. Euh, mais nous, en tout cas, chez Troc Vélo, effectivement, on a un outil estimation de prix. Alors là, sur la nouvelle plateforme, il n'est pas encore disponible, mais il est bien prévu de revenir d'ici quelques jours. En fait, notre outil, il se sert de notre base de données d'annonces. Et en fait, il va donner une estimation de prix. Enfin, l'utilisateur va entrer la marque de son vélo, le modèle et l'année. Et on va lui dire, bah voilà, en moyenne, ce vélo-là a été mis à X euros en ligne sur Troc Vélo. Ensuite, après, donc du coup, nous, c'est vraiment notre base de données, c'est ce qui nous sert d'Argus. On va voir également, on va pouvoir lui proposer le prix d'achat neuf de ce vélo-là. Et puis comme ça, après, il peut comparer, se faire une idée un peu de à quel prix il pourrait le mettre. Alors bien évidemment, il y a pas mal de trucs à prendre en compte parce que sur le vélo, c'est un peu compliqué d'avoir on va dire, un outil d'estimation de prix hyper clair parce que tu vas acheter un vélo, ok, mais après, tu peux très bien changer la paire de roues, changer de groupe, enfin, tu peux aller le modifier et là, la valeur, elle est plus du tout la même que si tu n'as pas changé tes roues et que tu as toujours la même paire de roues d'origine, quoi. Mais ça, quand même, ça peut donner une super bonne idée au vendeur de à quel prix il peut mettre en ligne son vélo. Après, c'est intéressant parce que tu parlais de est-ce que le prix est assez bas, assez haut, enfin pas trop bas, etc. Euh, Nous, chez Troc Vélo, si tu veux vendre ton BMC tout carbone à 300 euros, on ne te l'interdit pas, même s'il vaut 5 fois plus. Mais par contre, ce qu'on va vérifier, c'est qu'on a une équipe de modération donc, sur le site 7 jours sur 7. Et par contre, ça va nous donner des indices sur est-ce que c'est une arnaque ou pas cette annonce. Après, si l'annonce n'est pas une arnaque et que la personne veut vendre son vélo pour vendre son vélo, malheureusement, on ne peut pas l'interdire. Ok, merci Chloé. Et pour toi, comment ça se passe, Alexis? C'est les professionnels qui, du coup, connaissent bien le marché et fixent le bon prix ou leur fixer des fourchettes? Comment ça se passe? Alors, chez nous, le prix est complètement libre. En fait, pour les raisons que tu donnais, Chloé, hein, à la fois pour les affaires l'histoire de customisation, mais aussi parce que nous, on a pas mal de vélos vintage et qu'en fait, il y a aussi une valeur affective. Il y a aussi une valeur de rareté qui est extrêmement difficile à objectiver, en fait. Donc, nous, on est un peu obligé de faire confiance à la rencontre de l'offre et de la demande. Et on doit compter sur le fait que la plateforme, j'allais dire, s'auto-régule parce qu'à un moment donné, le vendeur A va mettre le vélo à un certain prix, le vendeur B va baisser un petit peu le prix, donc l'autre va se rendre compte qu'en réalité, il était peut-être un peu haut. Donc, en fait, on observe qu'il y a quand même une forme d'autorégulation. Comme tu disais, les RIS sont des professionnels, donc ils ont quand même une idée du marché, sans font une idée. Après, il faut savoir que c'est pas évident, mais les vendeurs trouvent que c'est jamais assez cher et les clients trouvent que c'est toujours trop cher. Évidemment. Et on a toujours, nous, le sujet d'une certaine partie de la clientèle. Alors, il y a beaucoup de clients qui comprennent, mais une petite partie de la clientèle qui nous dit ah oui, d'accord, mais les vélos vintage, moi, je les trouve à 40 euros dans la Loire, en région, etc. Alors pourquoi je le trouve à 200, 220, 230 euros chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'il y a aussi une certaine spécificité du modèle qui impacte la perception du prix. C'est qu'en fait, les gens ont bossé dessus. Les gens qui vendent des vélos ont passé du temps là-dessus. Ils ont chiné, ils l'ont inspecté avant de l'acheter et de les récupérer, ils l'ont ramené dans l'atelier, ils l'ont inspecté, il y a des points d'inspection et de contrôle très précis sur le vélo, ils l'ont entièrement démonté, nettoyé, remonté, etc. Ça demande plusieurs jours de travail. Souvent, ce sont des gens qui sont passionnés par ça qui le font. Ils n'en tirent pas des rentabilités exceptionnelles non plus. Donc nous, notre boulot, et c'est le boulot de la plateforme, c'est de faire comprendre aux clients qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ça, et que oui, on paye un peu plus cher que sur certaines annonces sur le Bon Coin, par exemple, mais que derrière, il y a un travail qui est valorisant. Et c'est aussi le prix, j'allais dire, de la tranquillité d'esprit pour l'acheteur, parce qu'il sait que 2 semaines après, il n'y a pas les leviers de frein ou les vitesses qui vont plus passer correctement, quoi. Donc nous, notre travail, c'est plutôt de faire prendre conscience de la réelle valeur du travail, de l'artisan et de l'objet au client qui vient, qui se rend sur le site, plutôt que de chercher d'avoir des prix à la baisse ou à la hausse artificiellement. C'est vraiment pas notre sujet. Tu nous as partagé le panier moyen chez toi. Est-ce que Chloé, c'est une information que tu peux partager, le panier moyen sur Troc Vélo? Alors,
vendez aussi des accessoires, différents types de vélos, différentes gammes? Est-ce qu'il y a une fourchette que tu peux partager et tu n'es absolument pas obligé, hein, c'est juste pour… Ouais, ouais, bah, effectivement, c'est un chiffre que pour l'instant, nous, on ne communique pas dessus. Par contre, les informations qu'on peut donner, c'est que c'est un prix qui est tiré vers le haut aujourd'hui, parce que notamment avec tous les vélos électriques, ça tire pas mal vers le haut. Et également, il faut savoir que sur Troc Vélo, on est quand même sur une communauté de passionnés vélo et donc on va avoir beaucoup de vélos de route, de VTT haut de gamme. Donc comme tu dis, en fait sur une annonce sur Trovélo, tu peux avoir le plus bas, ça va être 1 euro parce que c'est un bidon de vélo et on va avoir des vélos à 10 000 euros et plus. Ok. Donc on est vraiment sur des écarts assez énormes. Et le prix moyen des vélos, je pense, est plus élevé qu'aujourd'hui sur le Bon Coin parce que justement, on a cette communauté de passionnés, on parle de vélos haut de gamme et si on prend juste les vélos de ville, là, on est vraiment, je pense, sur des prix de marché qu'on peut retrouver partout, quoi. Ok, Alors, nous, petite information qui est pas inintéressante, c'est que on n'a pas tellement changé la typologie de vélo depuis nos débuts. Alors oui, c'est un peu plus divers qu'au début, il y a plus de choix, etc. Mais ça n'a pas fondamentalement changé. Il n'y a pas de vélo électrique sur notre plateforme et il n'y a pas de vélo très haut de gamme comme chez toi, Chloé. Et on est passé d'un panier moyen au début aux alentours de 230-240 euros à quasiment 300 euros aujourd'hui. ok. Voilà. Donc ça, c'est aussi, je pense, le travail sur la perception de la valeur dont je parlais tout à l'heure, de bien faire comprendre qu'il y a une valeur ajoutée à ces vélos-là versus des simples vélos particuliers qui sortent de la cave et sur lesquels il y aura des frais de réparation derrière et des ennuis à la clé, quoi. Merci hein, pour le partage, la transparence, la franchise. C'est vraiment cool et je ne vais absolument pas vous piéger avec mes questions, je vous promets. Je vais vous poser une dernière question de mon côté. J'en profite pour les 38 participants qui sont présents. Si vous voulez commencer peut-être à écrire dans le chat les questions que vous voulez que je pose aux deux invités, à Chloé et Alexis, faites-le pendant cette dernière question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. C'est la question du recel, du vol. Bon, alors, là aussi, s'il y a des articles qui fonctionnent vraiment bien en ce moment, c'est ce sujet-là. Et donc, comment vous gérez ça? Tu en as un peu parlé, Alexis. Mais comment vous gérez cette problématique-là? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est seulement dans les gens qui s'y intéressent pas, qui se font un film avec ça? Ou est-ce que pour vous, vous voyez vraiment qu'il y a des sujets là-dessus? Alors, Chloé, tu as parlé de modérateur. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus sur qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau? Qu'est-ce que vous faites déjà pour essayer de diminuer, voire limiter au maximum le recel de vélo? Chloé, si tu veux commencer, tu avais un peu Allez, parlé des modérateurs, preneur. j'enchaîne. Ouais, tout à fait. Je pense qu'à partir du moment où tu es une plateforme, on va dire, de mise en relation de particuliers, enfin de petites annonces, c'est sûr que c'est une problématique à laquelle il faut faire hyper attention. Nous, chez Troc Vélo, on a une équipe, ce que je disais un peu plus en amont, on a une équipe qui est dédiée 7 jours sur 7 justement à la modération des annonces. Donc, on va aller faire attention. On a des catégories qui sont sensibles parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de vols, beaucoup d'arnaques dessus. Donc, ça, c'est des catégories sur lesquelles on fait extrêmement attention. Ensuite, on a la chance d'avoir une grosse communauté chez Troc Vélo. Et en fait, on a beaucoup de signalements d'annonces, c'est-à-dire que par semaine, on va avoir plusieurs dizaines de signalements sur nos annonces et notre équipe de modération, elle peut intervenir immédiatement, bloquer les utilisateurs, supprimer les annonces. Donc ça nous aide beaucoup et c'est la communauté, justement cette communauté de passionnés qui nous aide là-dessus. Mais je pense qu'en tout cas, sur notre site, ça passe par un travail de modération qui est franchement assez énorme. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail à temps plein. On a une super équipe, nous, chez Troc Vélo, qui bosse là-dessus. Et le but, c'est justement d'aller développer des outils, notamment au niveau IT, etc., qui vont faire en sorte d'éviter au maximum les arnaques. Après, nous, on a mis en place également le fait de pouvoir mettre en avant qu'on a la facture d'origine de l'article qu'on met en vente. Ça va aider, ça va vachement aider l'utilisateur. Et également, on peut mettre
comment ça s'appelle, l'ID du vélo, on peut le mettre en avant également sur Troc Vélo. Et enfin, la dernière solution, bien évidemment, c'est le paiement sécurisé qui va aider l'utilisateur sur la transaction de A à Z. Mais je pense que c'est vraiment un élément hyper important, hyper essentiel sur notre plateforme, en tout cas, de faire gaffe à ça, quoi. Je crois que tu viens nous livrer une masterclass de la lutte contre le vol des vélos en ligne. Franchement, je pense que je serais étudiant, j'aurais noté les 4 points là, parce que c'est très instructif. Du coup, Alexis, comment vous gérez, vous, sachant que vous travaillez avec des professionnels, donc vous avez déjà une garantie d'une certaine manière au préalable, mais est-ce que comment vous gérez ça? Oui, voilà, je pense que le fait d'être centré sur les pros fait qu'en vrai, on écarte 99,9% du risque. Après, nous, on propose des outils en plus. Évidemment, les professionnels qui postent leurs annonces sur la plateforme peuvent rentrer le Bicycode ou n'importe quelle solution de gravage pour rassurer un peu plus le client sur la provenance du vélo. Et après, voilà, comme je disais tout à l'heure, ce sont des vendeurs professionnels qui eux-mêmes cherchent à construire une marque, leur marque, le nom de la marque est affiché sur la fiche produit. Donc évidemment, la dernière chose dont ils ont envie, c'est que quelqu'un les signale comme étant en situation de recel. Donc c'est vrai que là-dessus, on est assez serein. Et comme je disais, en un an, franchement, on n'a pas eu l'ombre d'un problème là-dessus, quoi. Ok. Je propose qu'on prenne un peu les questions qui arrivent dans le fil. Je vais vous les lire, ou peut-être les contextualiser si j'en ai envie, parce qu'à la limite, c'est moi qui anime aujourd'hui. Donc voilà, je me l'autorise. Et puis voilà, si vous me donnez des réponses courtes, comme ça, on va essayer de les enchaîner. Alors du coup, c'est quoi le futur, comment vous voyez l'avenir de plateformes à 5 ans? Donc c'est la question de Jean sur les modèles de vos deux plateformes. Alexis, on peut continuer ensemble si tu es OK. En tant que fondateur, c'est quoi ta vision en fait pour les prochaines années? Alors nous, il y a deux sujets qui seront très importants pour nous et sur lesquels on travaille déjà et qui vont arriver assez vite. C'est l'ouverture à la vente entre particuliers, sur laquelle on doit amener un niveau de garantie suffisant pour continuer, j'allais dire, à remplir nos promesses, qui est en fait vraiment de sécuriser les clients et de sécuriser les vendeurs. Donc on est en train d'y travailler. Et derrière ça, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est proposer une sorte de vide-tête du vélo sur lequel à la fois les professionnels et les particuliers pourront vendre toutes sortes d'objets, d'accessoires, de vêtements qui sont liés à la pratique du vélo urbain. Donc, on est en train de travailler sur ces deux sujets-là et ça va bouger là, très rapidement au printemps. Voilà. Ok. Chloé, je vais un peu adapter la question parce que, en fait, vous êtes déjà une plateforme européenne, puisque, enfin, il y a des offres en Suisse, il y a des offres en Belgique. Est-ce qu'il y a aussi cet objectif pour vous de passer à l'échelle européenne, voire au-delà? Parce que Outrex est déjà installé un peu dans plusieurs pays. Est-ce que c'est la même logique pour vous? Alors, il faut savoir qu'on reste quand même assez indépendant par rapport à Autrix, enfin, dans le sens qu'on est lié à Autrix et on fait on utilise nos compétences chacun. Aujourd'hui, nous, le but chez Troc Vélo, c'est vraiment d'aller d'aller vraiment fortifier notre présence en France, d'aller amener tous les services que nos utilisateurs peuvent avoir besoin. Après, aujourd'hui, on n'a jamais interdit à quelqu'un en Suisse ou en Belgique ou dans un pays limitrophe de poster une annonce sur Troc Vélo. C'est totalement ouvert. Par contre, effectivement, ça peut être très intéressant d'ouvrir la plateforme à de plus en plus d'utilisateurs. Mais là, il y a quand même beaucoup de questions, je pense, avec lesquelles il faut se poser. Donc, c'est un chantier qui va être long, mais qui, je pense, est très intéressant. Ouais. Ok. Ça rejoint la question de Charles sur la structuration du marché à l'échelle européenne. Est-ce que est-ce que vous pouvez nous partager peut-être des plateformes que vous trouvez inspirantes dans d'autres pays européens ou qui sont déjà à l'échelle européenne installées? J'en connais aux États-Unis, il y a Procloset aux États-Unis par exemple, mais en Europe, est-ce que vous voyez des petits opérateurs, des gros opérateurs qui seraient intéressants pour les personnes qui nous écoutent d'aller visiter, d'aller regarder, de voir ce qu'ils font? Moi, nous, on regarde beaucoup ce que fait Bike Fair aux Pays-Bas. C'est quoi qui peut nous dire un peu plus ce que font? C'est une plateforme qui fait de la mise en relation entre particuliers, de la vente de vélos, mais qui ont très très bien taclé et craqué le sujet de la sécurisation de la transaction, du choix et de la transaction. Ils font ça super bien, c'est hyper clean, la plateforme marche super bien. Il y a toutes les j'allais dire, les bonnes étapes de réassurance, de la vérification du vendeur, de l'accompagnement de l'acheteur, etc. Donc vraiment, ouais, regardez peut-être Bike Fair, nous, c'est vraiment une source d'inspiration
importante en termes, pas tellement en termes de modèle, mais vraiment en termes d'exécution et comment est-ce qu'ils font les choses concrètement pour apporter les bonnes garanties à toutes les parties, quoi. On les trouve hyper intéressants. Chloé, pareil, je ne sais pas si c'est que dans le vélo ou si c'est dans d'autres verticales d'occasion. Peut-être que voilà, il y a des choses à partager. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit dans le vélo ou ailleurs, il y a beaucoup de plateformes qui se lancent. Bon, moi, je suis très, enfin, je viens de la montagne, donc je regarde aussi beaucoup le marché de l'outdoor parce que c'est ma pratique sportive également. Mais dans l'outdoor, on a vu, en France, en tout cas, 3 ou 4 plateformes récemment se lancer. C'est hyper intéressant. Il y en a de partout. Et je pense que c'est bien d'aller voir un peu tout ce qui se fait. Mais dans l'outdoor, c'est un marché assez intéressant aussi à voir ce qui se fait parce qu'il y a des belles plateformes qui sortent avec pas mal de propositions, etc. Donc, en tout cas, le marché de l'occasion dans le sport, c'est un marché qui est plutôt en bon fonctionnement. Ouais. On parle beaucoup d'arguments rationnels depuis tout à l'heure, hein, sur vraiment sécuriser l'acheteur, le vendeur, vraiment bien border la transaction, etc. Mais il y a aussi l'aspect, j'allais dire, excitation, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ce sont des objets de seconde main, mais il faut aussi être en capacité de les mettre en scène, en lumière, comme des produits qui sont cool, qui sont excitants, qui déclenchent un peu le coup de cœur. Donc nous, on regarde aussi un peu, comme tu disais, ce qui se fait sur d'autres verticales là-dessus pour essayer de l'appliquer au vélo. Je pense que c'est hyper important. Et là-dessus, moi, en France, je pense qu'il y a Celency qui fait très, très bien son travail Ouais. sur vraiment la mise en valeur du produit, la thématisation, l'éditorialisation, tout ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie aussi, quoi. C'est pas juste qu'on est rassuré, c'est qu'on a envie d'aller. C'est vrai que c'est Lency, tu as carrément raison, c'est une très belle plateforme. C'est sur les meubles, enfin, c'est plus meubles, décoration, Tout seconde à fait, main. ouais, pardon. Et c'est une plateforme, effectivement, qui je trouve, met vraiment bien en avant. C'est comme toutes ces plateformes en fait, qui sont spécialistes par rapport à des plateformes non spécialistes, on va dire type Le Bon Coin, où il y a de tout et de n'importe quoi dans tous les sens. Là, on est vraiment sur une plateforme spécialiste où on va trouver facilement ce qu'on veut chercher. On peut aller chercher de façon hyper spécifique, je ne sais pas, un verre à pied datant de 1890 si on veut. Et ils ont réussi à vraiment bien gérer là-dessus. Et il me semble également que ils ont des offres, hein, des services qui sont très intéressants pour une plateforme, en tout cas d'occasion entre particuliers et également entre professionnels. C'est un bel exemple. Ouais. Alexis, on a un fan de Cycle. Je suis désolé, Chloé, mais là, on a un fan, je me sens obligé. Ah. C'est Romain. Et il te demande comment faire pour que tu puisses avoir plus de volume et augmenter tes volumes. J'imagine Il faut embaucher les gens. Voilà, il faut faire du calling, c'est ça, faut prendre son Ouais, vélo et ouais. parcourir les cyclistes, les 3000 magasins de vélo de France, c'est ça? C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que tant qu'on est vraiment centré sur les pros et que ce sont les pros qui garnissent le catalogue Cycle, mais c'est de l'humain, c'est du relationnel. Donc nous, on est peu nombreux et on est obligé de partager notre temps. Donc aujourd'hui, on a une centaine, nous, de vendeurs sur la plateforme, une centaine de vendeurs actifs. Mais voilà, évidemment, on aimerait en avoir beaucoup plus. Donc il y a des enjeux de visibilité. On a de plus en plus de vendeurs qui candidatent de manière spontanée, j'allais dire, parce qu'on n'est pas du tout au début, les premiers mois. Donc ça, c'est important, c'est un levier sur lequel il faut qu'on travaille et il faut qu'on ait à terme des équipes pour aller les démarcher, les convaincre et surtout continuer. Après, nous, on a un sujet aussi qui est toujours d'avoir ce bon équilibre entre la quantité et la qualité, quoi. Donc on refusera toujours des gens quelque part. Donc l'autre levier pour vraiment faire grandir l'offre, c'est sans doute les ventes entre particuliers. Et puis après, surtout dont je parlais tout à l'heure, les équipements, les accessoires, etc., qui vont arriver sur Cycle. Ok, très cool. J'ai envie de vous laisser un peu le mot de la fin à tous les deux. J'aurai une dernière question pour les participants à la fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, nous parler d'un sujet qu'on n'aurait pas exploré? Voilà, vraiment, je vous laisse 30 ou une minute chacun, 30 secondes, une minute chacun, si vous le souhaitez. Chloé, je ne sais pas si tu veux démarrer. Oui, avec plaisir. Écoute, sur Troc Vélo, je pense que c'est hyper intéressant aussi d'ajouter que ce qui fait notre force, ça va être la communauté qu'on a autour de nous. C'est vraiment eux aussi qui font que aujourd'hui,
on ait autant d'annonces, qu'on soit reconnu comme tel. Il faut savoir qu'on est une plateforme sur laquelle on a un forum. Alors aujourd'hui, il n'est pas encore présent sur la nouvelle plateforme, mais il va revenir très prochainement. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Mais c'est ça aussi, je pense, qui fait la force de Troc Vélo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes, on a beaucoup d'utilisateurs qui viennent juste voir les nouvelles annonces, qui viennent sur notre site voir ce qu'il y a, alors qu'ils n'ont pas forcément en tête l'achat d'un vélo ou l'achat d'une pièce ou d'un maillot. Ils viennent pour voir les nouvelles dernières annonces, ils viennent pour prendre un peu la température de ce qui se vend, et ils viennent aussi échanger entre eux, notamment via ce forum. Et ça, je pense que c'est une belle particularité de Troc Vélo, et c'est hyper intéressant quand on est une marketplace d'annonces entre particuliers et entre professionnels, quoi. Ok, merci. Et pour toi, Alexis, est-ce que tu veux nous dire Non, mais je rebondis là-dessus pour nous reparler un petit peu des gens qui viennent sur le site. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on passe énormément de temps avec eux. D'une part, pour mieux comprendre leurs besoins, de façon globale, de façon macro. On les appelle tous un par un au téléphone et on discute avec eux pour avoir leur ressenti sur l'expérience sur le site, etc. Donc, on a plein d'éléments là-dessus. Et puis, on les accompagne aussi pour le choix du vélo. Voilà, il y a vraiment un travail, de relation client très fort là-dessus pour les aider, pour les aiguiller. Et nous, en fait, aujourd'hui, on a deux clientèles. On a vraiment limite le primo-acheteur, quoi. La personne qui vient chercher un vélo, qui est allée sur le bon coin, qui en effet a trouvé que c'était pardon du terme, un petit peu le bordel et qui ne s'y retrouvait pas forcément, qui a besoin d'un peu plus d'accompagnement et qui va préférer être plus sécurisé, être plus accompagné. Et ils nous le disent, nous, on a des data là-dessus, ils sont 9 sur 10 à nous dire qu'ils préfèrent acheter chez nous que sur le bon coin lorsqu'ils sont passés sur le bon coin avant. Donc ça, pour nous, c'est très précieux et ça valide quelque part tout le travail qu'on fournit sur les services additionnels, sur l'accompagnement, etc. Donc c'est hyper important. Et après, on a une autre partie de la clientèle qui est plutôt une clientèle très, très, très experte et qui en fait va trouver un vélo vintage chez nous. Elle a tapé dans Google, elle a trouvé l'annonce, clac, elle vient, elle cherche même pas à comprendre, elle appuie sur acheter. Elle repart avec son vélo, elle est très contente. Parce qu'on a aussi des pièces un petit peu d'exception, des choses qui ne se trouvent pas particulièrement ailleurs. Donc voilà, on continue de marcher sur deux jambes là-dessus. Et après, pour ouvrir un tout petit peu le sujet, on n'a pas trop abordé la question parce que c'est vrai que c'était plus orienté marketplace et vraiment comment on fait marcher une plateforme, etc. Mais un sujet qui est un peu plus grand que nous, qui est en fait l'impact qu'on peut avoir sur la transformation des habitudes, des comportements des gens qui utilisent leur vélo au quotidien. Et tu disais qu'il y avait, je ne sais plus combien, 40 plateformes là, qui se lançaient là-dessus. Et moi, je pense qu'il faut que c'est hyper intéressant d'échanger avec Chloé et avec d'autres pour voir comment nous, on peut porter la bonne parole du vélo de seconde main, qui est le moyen le plus écologique, mais c'est imbattable, cherchez même pas. On a des études là-dessus. Regardez du côté de Dan de Bortoli, qui a mené toute une étude, qui est à Paris Tech, qui est chercheuse à Paris Tech, qui a mené toute une étude sur la comparaison de l'impact écologique de tous les moyens de déplacement en ville, de la voiture au vélo en passant par les systèmes de partage, etc. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de faux amis d'un point de vue écologique et qu'en fait, le vélo de seconde main est le moyen le plus écologique. Donc, on a une parole à porter là-dessus auprès de tous les Français. Voilà. Votre impact, votre RSE est plus fort que seulement la vente de vélos d'occasion. Merci de le rappeler, Alexis. On arrive presque au bout. Je vais juste demander aux 34 participants qui sont encore présents, est-ce que spontanément, vous pouvez mettre dans le chat une note de 0 à 5 à ce webinaire? Ça va m'aider à moi à évaluer si ce qu'on a fait était utile pour vous et à m'améliorer pour les prochains. Voilà, vous pouvez, 1, ça veut dire que vous avez vraiment perdu votre temps, et 5, c'est que vous avez trouvé que ce temps était vraiment bien investi, bien utilisé, et ça m'aide vraiment, c'est le meilleur feedback que vous pouvez me donner, et soyez sévère, il n'y a aucun problème. Merci pour les retours. Je vois beaucoup de 5, c'est top. Vous pouvez les mettre en public, vos commentaires, il n'y a pas de souci, j'ai rien à cacher. C'est sur combien, pardon? C'est sur 5. Ah, ok, bah, super. 1 sur 5, donc là j'ai 5 sur 5 quasiment, j'ai 4,9 je crois, donc merci beaucoup. Encore une fois, Chloé et Alexis, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'est vraiment cool. Vous avez vraiment été sympa de partager merci tout ça. Et puis, je vais mettre fin à l'enregistrement et bientôt sur la chaîne YouTube de Concentré Vélo, il y aura le replay. Et sinon, abonnez-vous pour être tenu informé de l'actu en France et à l'international du vélo. Voilà. Et ceux qui veulent continuer la conversation, venez sur LinkedIn, contactez-nous sur Instagram. Voilà, ce sera avec plaisir. On adore parler avec tout le monde. Voilà. Ça roule. À bientôt. Salut. À bientôt. Merci tout le monde.